Auguste Ngomo Entertainment présente Code Renaissance, d'après un roman d'Auguste Ngomo, 3e épisode, Le complot continental. Chapitre 20, Centre d'autopsie, Londres, Angleterre, 130 d'heures avant. Le téléphone sonna encore 4 fois avant qu'Alan O'Connor se décidât à décrocher l'appareil. D'une voix fatiguée et endormie, il s'adressa à son interlocuteur. « O'Connor au téléphone, je vous écoute. » Alan, c'est Peter, on a besoin de toi au centre de toute urgence. « Peter, je suis très fatigué. Tu as vu l'heure. J'ai vraiment besoin de repos. » « Je sais, mais là, je suis obligé de te demander ça. »« Je ne peux vraiment pas cette fois. 2 jours sans dormir, vois avec John. » Alan, le Premier ministre m'a appelé en personne. Il veut les meilleurs sur ce coup et des résultats cette nuit. Le meilleur, c'est toi. »« Le Premier ministre? C'est si grave que ça? » ?»« Oui, très grave. Tu ne suis pas les infos? » ?»« Non, je me suis directement allongé. Je suis crevé. Je ne vais pas fonctionner toute ma vie aux fortifiants et autres stimulants. Que s'est-il passé? » « Il y a eu une attaque terroriste à l'aéroport cette nuit. 15 morts en plus du terroriste. »« Merde! » Comme tu le dis, tu dois tout de suite rappliquer au centre pour autopsier le terroriste et déterminer ses derniers lieux de séjour à partir du bol alimentaire présent dans son ventre. Pour te dire à quel point c'est grave, un avion de chasse de la Royal Air Force attend sur le tarmac tes résultats pour les livrer à Abuja, au Nigeria. Ok, j'arrive de suite. Appelle Suzy et John. J'aurai besoin d'eux. C'est déjà fait, ils sont en route. Bien, alors à tout de suite. Alan raccrocha son téléphone, ouvrit le tiroir de son chevet et sortit 2 boîtes différentes de fortifiants. Il allait en avoir besoin. Chapitre 21, Maquis éthiopien, Nord-Est, Éthiopie 176 000 heures avant. Le jeune officier instructeur se retourna vers sa nouvelle recrue. Son arme de poing était encore chaud, tout comme le corps du soldat de l'armée régulière éthiopienne qu'il venait d'abattre d'une balle dans la tempe. 3 autres soldats prisonniers, agenouillés, les mains attachées dans le dos, attendaient leur exécution. Alem pouvait lire la peur, voir la terreur dans leurs yeux. Elle trembla légèrement lorsque l'officier instructeur lui glissa l'arme dans la main. D'une voix ferme, il s'adressa à l'adolescente. « Alem, je sais que c'est la première fois pour toi. Je ne vais pas te mentir, la première fois c'est toujours difficile, c'est très dur. Mais souviens-toi de ce qu'ils t'ont fait à toi, à ta sœur, à ta mère, à ton père et à tes frères. Tu les reconnais, ils sont tous là. Tout ce sang, toutes ces sales choses qu'ils t'ont faites méritent réparation. Nous sommes en guerre, Alem, ferme ton cœur et ne les regarde surtout pas dans les yeux. » Les paroles de l'officier faisaient remonter de violents souvenirs de tueries, de viols familiaux obligatoires, La jeune fille en larmes stoppa le reflux des terribles souvenirs en pressant sur la gâchette et en plongeant son regard dans les yeux de sa victime. En même temps que la détonation, le soldat de l'armée éthiopienne s'effondra en arrière, sans cri. Elle contempla l'homme qu'elle venait de tuer, un officier de l'armée régulière, le terrible colonel Fazil, surnommé Mefto. Le cœur plein de colère et de haine, elle se dirigea vers les 2 autres hommes prostrés et en pleurs. Elle vida son chargeur sur les 2 hommes. Alem arrêta sa voiture au bord du trottoir, le cœur haut et une saveur aigre de bile dans la bouche. Tous ces morts la tourmentaient toujours, surtout les premiers. Malgré les promesses de l'officier instructeur, il semblait maintenant acquis que ce genre de traumatisme ne guérirait jamais. Elle s'agrippa à son volant et se mit à pleurer à chaudes larmes pour tous les hommes et les femmes qu'elle avait tués pour la cause. Seul un petit groupe méritait la mort, pas tous. Alem sentait son âme brisée et inconsolable. La douceur et l'amour de John avaient réveillé cette blessure. Chapitre 22, Africa Union, entrée principale, Addis Abeba, Éthiopie, 129 heures avant. Le Nigérian n'en revenait toujours pas. L'agent de sécurité de l'entrée principale refusait de le faire entrer dans l'enceinte de la commission de l'Union africaine. Soutenu par les autres agents, il ne voulait rien entendre. Il répétait sans cesse que le dossier était incomplet, il manquait une lettre d'invitation de la commission signée par le président. Malgré toutes les explications, l'agent restait intraitable. Il expliquait qu'il se devait d'appliquer et de respecter les règles et les procédures de l'Union africaine.
John consulta sa montre, déjà 1h30 que durait ce cirque incroyable. Ses nombreux appels au chef de la sécurité restaient vains. Le colonel Amara Solomon demeurait injoignable. Le Nigérian avait envisagé toutes les hypothèses, le passage en force, mais pour aller où après? Il ne connaissait pas l'enceinte et encore moins les bâtiments. Il pouvait faire un scandale, mais personne d'important ne semblait être près de l'entrée principale. Il s'apprêtait à rentrer à l'hôtel lorsqu'il entendit au loin les sirènes d'une moto se rapprochant de l'Union. Il se retourna et aperçut un cortège qui approchait. Le fanion sur la Mercedes noire indiquait qu'il s'agissait du véhicule du président de la Commission de l'Union africaine. Lorsque le cortège ralentit, à la surprise générale, le Nigérian se rapprocha rapidement du véhicule en agitant les mains. Après un temps de stupeur, les agents de sécurité se précipitèrent sur lui et l'immobilisèrent sur le capot de la voiture du président. Surpris, le président Ping sortit de son véhicule et se dirigea vers l'attroupement. Il reconnaissait l'inspecteur nigérian. La voix autoritaire du président tonna. « Que se passe-t-il ici ?» Le responsable de la sécurité à l'entrée principale répondit au président. « Excellence, cet homme veut forcer le passage. » Le président regarda avec surprise l'homme dont le visage était toujours plaqué contre le capot de la Mercedes. « Relâchez-le, immédiatement !» Les hommes hésitèrent à exécuter l'ordre du président. Conscient de la situation, il éleva encore plus la voix. « Je vous ai ordonné de le relâcher !» Les hommes de la sécurité fixaient discrètement l'agent des services de sécurité éthiopienne attaché à la protection du président de la commission. C'est seulement lorsqu'il fit un discret signe de la tête que les hommes de la sécurité de l'Union relâchèrent le Nigérian. Le président Ping remarqua le manège. Se tournant vers John Goldwyn, il lui indiqua le véhicule. « Excusez ce désordre. Montez dans ma voiture. On va éclaircir tout ça dans mon bureau. » Chapitre 23, Hôtel Panari, Nairobi, Kenya, 4600 solides avant. Salam alaikum, mon frère. Le vieux religieux ne répondit pas. Ce genre de phrase prononcée par un occidental impie l'horripilait au plus haut point. Et en plus, quand elle était prononcée par un chrétien de surcroît américain, cela avait le don de l'énerver encore plus. Pour se calmer, il but lentement son thé, puis reposa délicatement la tasse sur la table basse. Son regard sombre et perçant, rendu beau par l'âge et l'expérience, regardait à travers la baie vitrée l'immense plaine qui s'étalait magnifiquement en face de l'hôtel, l'autre côté de la route. Avec un fort accent africain, il répondit à son interlocuteur. « Good evening, Mr. Johnson. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour ces amusements. Où est l'argent ?» Imam Shérif, mon vieil ami, toujours aussi direct. Nous avons placé 500 millions de dollars à Equity Bank à Kampala, en Ouganda. Je sais où se trouve Kampala. L'Américain releva le ton hostile de son interlocuteur, mais préféra continuer sa mission. Il ouvrit sa sacoche et en sortit 4 cartes bancaires et les tendit au vieil homme. Ce sont des cartes de retrait anonymes et sans limite. Vous pouvez retirer cet argent n'importe où et de n'importe quel guichet automatique, sans limite et surtout sans aucune trace de l'endroit où vous effectuez le retrait. L'imam prit les cartes bancaires et les mit rapidement dans son boubou. Il but encore quelques gorgées de thé chaud, puis il se retourna vers l'Américain qui le regardait avec insistance. Autre chose ? Oui, nous venons de transférer 1 milliard de dollars pour l'opération Renaissance. Ne nous décevez pas, ou vous la payerez au prix le plus fort. La voix de l'Américain était cette fois plus sourde, plus menaçante. Un sourire de mépris illumina le visage du vieil imam. Il détestait profondément les Occidentaux. Il ne ressentait pour ces humains que mépris et haine. Il aura fallu une extraordinaire pression du quartier général basé dans les montagnes arides du Warassitan pakistanais pour qu'il accepte de travailler avec ces infidèles. Rapprochant lentement son visage bruni et buriné par le temps et le terrible soleil de l'Est africain de l'Américain, il murmura les dents serrées. « Si tu crois que vous les Illuminati, vous êtes plus puissants que nous, Al-Qaïda, vous vous trompez lourdement. Je prie pour que ce projet soit un échec et que vous sentiez enfin notre puissance. Inch'Allah, nous ferons en 5 mois ce que ces maudits catholiques n'ont pas su faire avec vous en 4 siècles. » Garde tes menaces pour toi, vieil homme. Notre puissance va au-delà de ce que tu peux imaginer. Nous existions déjà avant votre fausse religion, et nous serons encore là après votre disparition.
L'Américain tenta de rester le plus calme et impassible possible. Mais l'information que l'imam venait de le donner le troublait beaucoup. Malgré tous les filtres, les intermédiaires et les paravents, le minuscule groupe d'Al-Qaïda savait qui était derrière le financement de l'opération Renaissance africaine. Le vieil homme posa sa main ridée sur celle de son interlocuteur et termina sa phrase interrompue. « Mes infidèles, rassure tes chefs, vous avez le soutien absolu de notre chef suprême. Ce projet nous ouvre des perspectives tellement énormes au djihad en Afrique que nous l'exécuterons à merveille. Vous saurez que le projet a commencé quand nous lancerons des opérations terroristes en Afrique de l'Est à travers nos alliés locaux, les Al-Shabaab. » L'Américain retira sa main dégoûté par ce contact soudain mais surtout froid et rugueux. Il se leva, salua et se retira, bien content de s'éloigner d'un être aussi sombre. Chapitre 24. Quartier général de l'armée de résistance du Seigneur, forêt congolaise, nord-est de la RDC, 3880 heures avant. Le rebelle Joseph Kony n'en revenait toujours pas. Il avait en face de lui l'Algérien Mokhtar Ben Mokhtar, le chef incontesté de l'AQMI, l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, un des Africains les plus recherchés en Afrique et dans le monde. Malgré son aspect chétif, l'homme dégageait une puissance et une assurance incroyables. Il semblait incarner l'autorité même. Mais en plus de sa présence, Joseph Kony était estomaqué par la proposition que cet homme lui faisait. Accompagné des leaders de ce qui restait du FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda et du représentant du SLA, Armée de libération du Sud-Soudan, Mokhtar Ben Mokhtar lui proposait une alliance générale dans le cadre d'un projet dénommé Renaissance africaine. Et ce projet lui offrait non seulement l'accès au pouvoir, mais lui apportait aussi des perspectives incroyables pour le continent. Chapitre 25. Delta du Niger, Nigeria, 3680 heures avant. La fraîcheur de la nuit ne compensait pas l'horrible moiteur de la forêt tropicale. Malgré les petits ventilateurs portatifs, les corps suaient abondamment, au point que les vêtements collaient à la peau moite. Au loin, dans la forêt, on entendait le bruit des moteurs des petits groupes électrogènes du camp, et de temps en temps, les éclats de rire des soldats rebelles attroupés dans le bar de fortune, spécialement aménagé pour eux. Ils venaient là dépenser leur maigre fortune en achetant de l'alcool local bien souvent frelaté. Mais surtout, ils venaient pour les petites prostituées de Fifi la Togolaise. Ike était en train de compter ses économies lorsque la porte d'entrée de sa case fut ouverte brutalement. 2 gardes du corps du général entrèrent aussitôt et inspectèrent rapidement la pièce. Puis d'un sifflement aigu, ils indiquèrent aux autres gardes du corps restés à l'extérieur que tout était clair. Le général Oni entra alors dans la pièce et fixa de son regard de saurien son nouvel adjoint. « Comment vas-tu, Ike ?» Le jeune Nigérian qui, à l'entrée des gardes, s'était levé, était maintenant à genoux, les mains jointes au-dessus de sa tête, en signe de soumission. Il avait pris cette posture dès l'entrée du général. Il se courba encore plus avant de répondre. « Je vais bien, Baba. Quelle surprise. Vous ici. » Je viens te saluer et surtout te féliciter. Tu as sauvé ma marchandise et les nouvelles des ventes sont vraiment excellentes. La marchandise était propre et les organes sains. Bravo. Général, je n'ai fait que mettre en pratique vos conseils. Devant ces hommes, ces flatteries gonflaient encore plus d'orgueil le terrible général Oni. Ike, vu ton succès et le respect que tu inspires aux hommes, j'ai une mission cruciale à te confier. Je suis à vos ordres, mon général. Bien, je veux que tu ailles dans toutes nos filiales africaines et que tu me restructures radicalement tout ça. Ces gangsters sont en train de me voler. Ike savait que dans le jargon économique du général Oni, une restructuration radicale signifiait tuer tous les chefs locaux et leurs adjoints et les remplacer par des hommes neufs, de préférence apeurés et serviles. Pour un temps au moins. Tu partiras dans une semaine. Termine par Nairobi. Ce pourri de Kalonzo Ongeri s'est assez foutu de moi. Soit expéditif et tranchant, lui et ses hommes ne méritent que ça. Mais en attendant, j'ai une petite surprise pour toi. Les gardes du corps firent entrer une adolescente de 12 ans,
à peine pubère et juste vêtue d'un pagne noué autour des reins. Sa poitrine d'enfant révélait de petits seins en train d'éclore. Elle baissait la tête, terrorisée par les adultes. Amuse-toi. C'est une petite gambienne encore vierge, comme tu le sais déjà. J'ai horreur des pucelles. Alors ouvre-moi les 2 portes. J'insiste, les 2 portes. Je passe la récupérer pour moi demain matin. Le général s'avança vers la gamine et redressa doucement la tête de l'adolescente, essuyant au passage les quelques gouttes de larmes qui ruisselaient sur ses joues. Ike, elle est vraiment belle. Tu vas être content. Allez, bonne nuit. Le général sortit de la case d'Ike avec un grand éclat de rire satisfait et surtout heureux de son cadeau. Ike se tourna vers l'enfant. Il fixait avec pitié la petite gambienne, sûrement vendue ou enlevée. Elle était restée debout devant la porte, la tête baissée et le corps parcouru de frissons de peur. Le Nigérian avait un gros pincement au cœur. Il avait réussi à monter tous les échelons de cette grande et puissante organisation et maintenant il devait, de la manière la plus vile, confirmer son rôle d'adjoint en s'offrant les virginités de cet enfant, ou tout arrêter maintenant et s'enfuir. Le jeune homme ferma les yeux, puis tira plusieurs fois et de toutes ses forces dans le joint de marijuana qu'il tenait dans ses doigts. Il pria silencieusement, espérant que cette herbe l'aide à accomplir cette triste besogne. Après plusieurs minutes de consommation abusive de l'herbe des dieux, il se leva lentement, s'approcha de la fillette et la prit par les épaules. L'enfant, tout en tremblant et en pleurant, se laissa conduire, tel un agneau, vers le lit. Ike remarqua les légers frissons de peur qui secouaient le corps fin de la petite fille. Délicatement, il l'allongea sur le lit, retira son pagne et écarta les petites jambes fines de l'adolescente. Tétanisée de peur, elle ne bougeait plus, complètement léthargique. Chapitre 26. QG de l'Union africaine, Addis Abeba, Éthiopie, 127 heures avant. Malgré la fraîcheur du bureau, le chef de la sécurité avait extrêmement chaud. Le président de la commission lui passait un savon mémorable. Et de mémoire de tous les hauts responsables convoqués, personne ne l'avait jamais vu dans un état de colère aussi intense, une violence d'autant plus compréhensible que plusieurs événements le rendaient nerveux. En moins d'une semaine, 2 hauts cadres de la commission étaient morts dans des circonstances étranges. Des troubles de plus en plus importants se développaient en Somalie. Un sommet extraordinaire à haut risque allait avoir lieu à Addis Abeba et le gouvernement éthiopien, d'habitude si sûr de lui, montrait des signes de nervosité à l'approche de la date du sommet. Tous remarquèrent que la main du président de la commission devenait de plus en plus rouge, tellement il tapait avec violence sur la table de réunion. Votre attitude est impardonnable. C'est du sabotage. Monsieur Amara Solomon, vous connaissez ce monsieur. Vous l'aviez réceptionné et conduit chez moi. Vous saviez qu'il était attendu. Et maintenant, vous l'empêchez de rentrer dans l'enceinte de la commission? C'est du sabotage. Et en plus, vos hommes n'obéissent pas à mes instructions, alors qu'ils sont payés par l'Union. Le regard rouge de colère, il se retourna vers le directeur de l'administration et des ressources humaines. Avez-vous la liste de toutes les personnes qui assurent la garde à l'entrée principale? Oui, Excellence. Quel est le statut de leur contrat? Le directeur regarda rapidement la liste puis releva la tête vers le président de la commission. Ils sont tous temporaires. Les contrats varient entre 3 et 6 mois. Pour l'exemple, vous allez immédiatement me stopper tous ces contrats pour faute lourde. Et vous me suspendez Monsieur Amara Solomon pour 1 mois. Bien, Excellence. Et comme vous n'appliquez jamais mes instructions, Monsieur le directeur de cabinet, vous allez me suivre ce dossier. Je veux ces licenciements pour aujourd'hui, avec copie des lettres sur mon bureau avant midi. Maintenant, je vous donne 2 jours pour que Monsieur John Goldwyn ait son ID, son laissez-passer diplomatique, son compte bancaire et toutes ses allocations d'intégration. Vous pouvez disposer. Tout le monde se leva et se dirigea vers la porte de sortie. Personne ne voulait être retenu par le président sur un autre dossier. En l'espace de 10 minutes, l'image du président avait changé à leurs yeux. D'un homme courtois, diplomate et souple, il avait montré un visage plus dur, plus exigeant, plus directif, bref,
un homme de poigne et de commandement. Le directeur de l'administration conduisit en silence John Goldwyn dans la salle de réunion de l'administration située au 3e étage du bâtiment C. Rapidement, les services des ressources humaines lui communiquèrent tous les formulaires à remplir. Consciencieusement, il s'appliqua à fournir toutes les informations et tous les documents sollicités par l'administration. Toujours en pleine concentration, il ne remarqua pas que la porte de la salle de réunion avait été discrètement ouverte. Il sentit alors une présence dans la pièce. Redressant la tête, il vit un homme qui s'approchait de lui silencieusement. « John Goldwyn ? Oui, et vous ? Appelle-moi Onja. Ok Onja, mais c'est un peu court comme nom. Le reste n'est pas intéressant. » Onja sortit de la poche intérieure de son costume un téléphone portable neuf et le tendit rapidement à John puis enchaîna. « Tiens, c'est pour toi. Le général Wilson veut te joindre de manière sécurisée. Pour ne pas éveiller les soupçons des personnes qui t'ont mis sous surveillance, je te conseille de continuer à utiliser ton portable actuel pour les informations mineures. » L'inspecteur récupéra le téléphone, l'ouvrit rapidement, inspecta la batterie et la carte SIM. Elle était d'origine nigérienne, une valeur sûre. Comment je peux te joindre? Et quel est ton rôle? Tu appuies sur la touche 1 et ensuite la touche appel. Mon numéro est préenregistré mais caché. Je suis ton agent support. Je travaille à l'Union et je suis censé te fournir tout ce que tu me demanderas. Ok, j'ai besoin de 2 choses. D'abord, avoir les dossiers complets des 2 agents morts et ensuite avoir accès à leur compte bancaire. Je vais voir ce que je peux faire. En attendant, sache que j'ai mis un pistolet et un paquet de munitions dans ta chambre, juste au-dessus du chauffe-eau de la salle de bain. Après ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, tu dois être sur ses gardes. Onja se leva puis se dirigea vers la porte d'entrée. Avant de sortir, il s'adressa à John. Je te contacte très vite. Chapitre 27. Base aérienne de la Royal Air Force, UK, 127 heures avant. Une limousine noire entra rapidement dans l'enceinte de l'aéroport militaire de Londres et se dirigea à vive allure, plein phare vers le F-16 stationné en bout de piste, moteur allumé et prêt à décoller. Les occupants de la limousine pouvaient voir les flammes rougeoyantes des moteurs. L'avion de chasse n'attendait plus qu'eux. La voiture noire se gara à quelques mètres de l'avion et un jeune homme en sortit précipitamment. Il se dirigea aussitôt vers le pilote de l'engin. Ce dernier était descendu du cockpit dès qu'il avait vu la voiture du contre-espionnage britannique se diriger vers lui. Le jeune espion lui tendit une enveloppe scellée et sans prononcer un seul mot, retourna au pas de course vers la voiture. Elle redémarra aussitôt dans un crissement de pneus. Le pilote eut un sourire moqueur. Il trouvait toujours que les agents des services secrets en faisaient toujours trop. Une vraie caricature. Il se donnait vraiment plus d'importance qu'il n'en avait. Le pilote tâta rapidement l'enveloppe, elle était plate et ne semblait contenir que des rapports. Rien de bien dangereux. Il glissa l'enveloppe dans la poche extérieure de sa combinaison militaire, puis remonta rapidement dans son avion. Remit son casque, attacha sa ceinture de sécurité et poussa les moteurs à plein régime tout en maintenant la pédale de frein appuyée. Il attendit quelques minutes, le temps de laisser les moteurs monter en puissance. D'une voix simple, il s'adressa à la tour de contrôle. Épervier de nuit à tour de contrôle. Tour de contrôle à épervier de nuit, nous te recevons 5 sur 5. Demande autorisation de décoller. Autorisation accordée, le ciel est dégagé, bonne chasse. Merci, tour de contrôle. Le pilote laissa encore le moteur prendre de la puissance, puis lorsqu'il estima que tous les indicateurs étaient en taux vert, il lâcha la pédale de frein et enclencha la manette de commande. Libéré de ses chaînes, l'avion de chasse s'élança tel un bolide sur la piste de décollage. L'avion parcourut quelques mètres, puis s'éleva dans le ciel. Après quelques secondes de vol en ligne droite, le pilote inclina son avion et vira vers l'ouest, direction Lagos au Nigeria.